Bonjour, nous sommes le mercredi 6 janvier 2016 et je voudrais vous parler de la question de l'androgyna, d'un sujet majeur, puisqu'à un moment donné j'ai pensé intituler à mon prochain livre La sortie de l'androgyna. La question de l'androgyna nous interpelle totalement, puisque c'est l'idée que l'on ne puisse pas faire les choses tout seul. C'est la remise en question de l'autonomie. On a besoin de l'autre, on a besoin de l'aide de quelqu'un, on a besoin d'un échange, on a besoin d'un apport extérieur. La grande question du XXIe siècle, ce sera celle de l'androgyna, c'est-à-dire effectivement, est-ce que c'est vrai qu'il faut que l'homme attende des autres tel et tel service, tel et tel apport, tel et tel ajout? Et aussi, qui est l'androgyne et quels sont justement ces éléments qui gravitent autour de lui et qui sont fascinés par lui et qui cherchent à le parasiter et éventuellement à le polluer. Et je ne cacherai pas que, d'une certaine manière, la philosophie de l'androgyna me séduit jusqu'à un certain point. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'éléments qui militent en faveur de l'androgyna comme étant un état premier de l'être humain, comme d'ailleurs on le voit dans la Genèse, dans le chapitre 1 de la Genèse, ou le chapitre 2, enfin, à savoir que l'homme a été créé à l'image de Dieu, masculin et féminin, donc androgyne. À ce stade-là, il n'est pas encore question de l'homme et de la femme, puisque la question de l'homme et de la femme apparaît ensuite quand Dieu vit que l'homme était seul, que Adam était seul, et lui proposa la femme. D'autres disent que ce sont des versions différentes qui se sont emboîtées les unes dans les autres. Donc ça, c'est aussi un débat qui est lié à la critique biblique. Mais moi, je crois, en réalité, qu'il y a une diachronie, c'est-à-dire qu'il y a eu un temps, un état androgynal, et ensuite, on est revenu sur un autre état. Il y a eu une évolution qui a conduit à ce que l'homme accepte la présence d'éléments étrangers à lui, pour des raisons diverses, et cela a produit justement cette espèce de symbiose dont on peut contester la valeur et l'intérêt. Alors, je serai assez bref dans cette petite intervention. Je dirais que, en dehors de la question de la procréation, où effectivement il y a une justification à l'androgyna, parce que ça décharge visiblement l'androgyne, si on préfère. Le phénomène d'ailleurs, l'androgyne notamment, qui joue un rôle assez important dans les centuries de Nostradamus, la façon. Et, dans Nostradamus, il y a effectivement l'idée qu'on est déchargé. C'est vrai que porter un enfant pendant plusieurs mois, avec les malaises et la charge et la lourdeur que ça représente, c'est une décharge précieuse. Mais en dehors de cet aspect-là, qui d'ailleurs sera tôt ou tard résolu au niveau, je dirais, technologique, au laboratoire, les autres aspects sont très contestables, à certains points. Je pense même, par exemple, à l'intérêt de la présence de l'autre, de la femme par rapport à l'homme ou de l'homme par rapport à la femme. Et dans ce sens-là, c'est valable dans les deux sens. En ce sens-là, la femme aussi est androgyne jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que ce sont deux androgynas différents qui se persuadent qu'ils ne sont pas androgynaux, c'est-à-dire qui se persuadent qu'ils sont complémentaires. Mais est-ce que c'est vrai? Ça l'est jusqu'à un certain point, et encore. Il est clair que
jusqu'à un certain point, les sensations que nous apporte l'autre, sur le plan tactile notamment, sur le plan du ressenti sensoriel, sont assez limitées. Je peux par exemple me toucher, me caresser, je peux passer ma langue sur mes lèvres, ce qui se rapproche un petit peu du baiser. Je peux passer mes mains sur mes cheveux. Je peux faire des tas de choses avec mon corps. Les mains correspondent quelque part déjà en soi à l'autre. Et même la langue aussi, c'est une présence qui est très active et qui permet aussi un balayage, qui permet aussi une présence pouvant apporter une certaine forme de plaisir. Je ne parle même pas de la masturbation, qui est ce qu'elle est, évidemment. Donc, véritablement, je sais qu'il y a eu ce débat sur la question de l'homosexualité, par exemple, en France, le mariage pour tous, pose aussi la question de l'androgyna. Mais à la limite, on pourrait même ne pas parler d'homosexualité, on pourrait parler d'androgynalité, c'est-à-dire on n'a même pas besoin d'une autre personne, et certainement pas d'une autre personne du même sexe, pour fonctionner. Donc ce sont là des sophistications, des complexifications, dont la raison d'être, dont la justification est discutable. Il y a probablement, on parle par exemple beaucoup de narcissisme, alors oui, alors il ne faut pas être narcissique, il y a un tabou du narcissisme. Il ne faut pas s'aimer soi-même, il ne faut pas aimer se regarder, il ne faut pas se toucher. Mais ça se discute beaucoup, ça, c'est cette espèce de condamnation du narcissisme, c'est justement pour combattre l'androgyna. On peut s'aimer soi-même, on peut avoir de la tendresse pour soi-même, on peut avoir de l'affection pour soi-même, ou pas. Et c'est là le problème qui se pose. C'est quand on a un rapport difficile avec soi-même que l'autre devient nécessaire. Parce qu'à ce moment-là, il apporte une paix que l'on n'a pas nous-mêmes, qu'on ne trouve pas en nous-mêmes. Je parle de ceux qui ont ce problème. Donc, toute rupture de l'androgyna est généralement liée à un déséquilibre intérieur, à une conflictualité, à une tension intérieure. Et au lieu de traiter cette tension, au lieu d'en chercher les causes, les remèdes, on va apporter un baume. Un baume. Et la présence de l'autre, c'est un baume. Effectivement, c'est une compensation à une difficulté à vivre avec soi-même. Je me demande si la psychanalyse ne serait pas là, n'aurait pas vocation, justement, la psychologie, enfin, à nous apporter une paix intérieure qui pourrait éventuellement ne plus justifier le couple, qui pourrait éventuellement ne plus justifier le besoin de l'autre. Et puis alors, sur d'autres plans, alors c'est un peu plus complexe, mais le problème de l'éducation, on va nous dire, mais vous avez besoin de l'extérieur, vous avez besoin d'apprendre des choses, vous avez besoin de profiter des choses, de la vie, etc. Oui, peut-être, mais il y a aussi ce que nous-mêmes nous apportons à nous-mêmes, ce qui sort de nous-mêmes, ce qui émane de nous-mêmes, au niveau de la réflexion, au niveau de la création. Est-ce que ça n'est pas préférable, d'une manière générale, de développer sa créativité intérieure, plutôt que de compenser ce vide intérieur par l'apport de création extérieure, qui sont elles-mêmes celles d'androgyne. Puisque pour être quelque part créatif, il faut avoir une forme d'androgyna. Puisque l'androgyna ne fait sens que si je ne prends pas des choses de l'extérieur. Donc si je puise en moi-même. Donc le créateur, c'est quelqu'un qui puise en lui-même. Donc il est androgyne. Donc si je
compense mon manque de paix intérieure, de mon manque d'androgynalité par des androgynalités externes, c'est un petit peu étrange tout de même. Voilà donc où j'en suis dans mes réflexions. Un moment où, en l'occurrence, j'ai le projet de mener une vie affective avec une femme, à nouveau, quelque chose qui se prépare, qui se présente, et je me demande exactement ce que ça signifie. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça fait sens? Si on admet que la question de la procréation ne se pose pas ou ne se pose plus, vu l'âge du partenaire, de la partenaire. Est-ce qu'il y a une véritable plénitude, pour employer ce mot justement de quelque chose qui est complété, est-ce qu'il y a une véritable plénitude à être avec l'autre, à ce que l'autre nous fasse, ce que l'on pourrait se faire soi-même? Est-ce qu'il y a du plaisir à donner à l'autre, tout simplement? Là, peut-être qu'il y a quelque chose dans cette direction. Apporter quelque chose à l'autre. Alors, dans le rapport de l'homme à la femme, probablement, quelque part, l'homme peut avoir du plaisir à développer une certaine forme de... avoir quelqu'un qui dépend de lui, d'une certaine manière. Donc, en fin de compte, c'est l'inverse qui se pose. C'est-à-dire que, bon, là, on est en plein dans l'androgyna. C'est un androgyna qui se donne à l'autre. Comme quelqu'un qui crée une œuvre, il la donne à l'autre. Donc, l'androgyna, c'est le don. Le don de l'œuvre, le don du corps. On donne de ce qui, non pas du corps lui-même, mais de ce qui émane du corps, de ce qui est sécrété par le corps, ce qui est sécrété à la fois physiquement, à la fois mentalement, etc. Alors, effectivement, est-ce que nous avons... Alors là, de ce côté-là, effectivement, il n'y a pas de souci. C'est évident que l'androgyne, à moins de vouloir tout garder pour lui-même, à moins de vouloir tout garder, de ne diffuser sa propre œuvre à personne, à ce moment-là, il a quand même vocation à transmettre ce qu'il a en lui, pas transmettre ce qu'il a reçu d'ailleurs, mais à transmettre ce qui vient de lui-même, de ce qui émane de lui-même. Donc c'est là que l'androgyne a probablement une espèce de pulsion vers l'autre, mais qui n'est pas une dépendance. Donc l'androgyne n'est pas là pour attendre de l'autre quelque chose. Il est là pour donner.